Je m'appelle James, j'ai 22 ans, et mon propre frère m'a poussé dans un lac Erie pendant que je me noyais. Avant de vous raconter comment j'ai détourné l'intégralité de ces 50 000 $ de fonds universitaires et disparu sans laisser de traces, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'aimerais voir jusqu'où mon histoire arrive. C'était notre réunion de famille annuelle, organisée dans le chalet au bord du lac qui appartenait à la famille de ma mère depuis des générations. L'air sentait les aiguilles de pin et la fumée du barbecue. Des parents éloignés que je voyais une fois par an se promenaient, riaient et rattrapaient le temps perdu. En apparence, c'était l'image parfaite d'une famille américaine heureuse. Mais pour moi, ce n'était qu'une autre scène pour la pièce préférée de ma famille, où j'étais casté dans le même rôle année après année, le frère cadet fiable, responsable et totalement invisible. Mon frère aîné, Marcus, était la star du spectacle. À 24 ans, il était charmant, sportif, et avait le don de faire en sorte que chacun se sente comme son meilleur ami juste avant de leur demander une faveur. Il se tenait au bord de l'ancien quai en bois, une canette de bière à la main, racontant une histoire exagérée à nos cousins. Je passais juste pour prendre un soda dans la glacière. « Et, petit frère » a-t-il marmonné, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Tu penses à tout cet argent que grand-père t'a laissé ?» Je l'ai ignoré, ma main cherchant une canette froide. C'était son sujet préféré, mon héritage pas notre héritage, un fait qui irritait ma famille chaque jour. « Ne sois pas comme ça » a-t-il dit, se plaçant devant moi. J'ai essayé de passer à côté de lui, mais il a posé une main sur ma poitrine. « Tu sais que tu es toujours si sérieux. Tu dois te détendre. » Et puis il m'a poussé violemment. Le monde a basculé. Un instant, j'étais sur le bois solide du quai, l'instant d'après, je chutais en arrière dans l'eau trouble et étonnamment froide du lac. Le froid était un coup physique, m'arrachant l'air des poumons. Je suis remonté en bavant, haletant, les cheveux collés au visage. Ma tête a replongé sous l'eau alors que j'essayais de me repérer. Les rires du quai m'ont atteint avant l'air. C'était Marcus, plié en deux, le doigt pointé. « Ne sois pas si dramatique » a-t-il hurlé. Mes parents, Robert et Diana, regardaient depuis le porche. Ils souriaient, n'essayant pas d'aider, observant simplement alors que je luttais pour respirer. Une douleur vive a traversé ma vieille blessure à l'épaule, et la tension familière de mon asthme a commencé à me serrer la poitrine. Je n'étais pas dramatique, j'étais dans de vrais problèmes. Et à ce moment-là, en les regardant rire, j'ai su que quelque chose en moi avait finalement craqué. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié. Je me suis juste battu pour regagner le rivage, les poumons brûlants. 2 semaines plus tard, son fonds universitaire avait disparu, et moi aussi. Le trajet de retour de la réunion a été silencieux. J'étais assis sur la banquette arrière, enveloppé dans une serviette humide et moisie, l'air conditionné de la voiture me semblant comme de la glace contre ma peau. Le sifflement dans ma poitrine s'était réduit à un faible sifflement, un rappel constant de la proximité d'une crise d'asthme à part entière. Marcus était sur le siège avant, fredonnant à la radio, gloussant de temps en temps. Mes parents discutaient de ce qu'ils devaient acheter à l'épicerie. C'était comme si la dernière heure ne s'était pas produite, comme si leur plus jeune fils ne s'était pas noyé sous leurs yeux. Mais pour moi, cette heure a été une vie entière. Le froid du lac avait choqué mon système, mais c'est le froid dans leurs yeux qui avait gelé quelque chose au plus profond de moi. Cela a ravivé une décennie de souvenirs, un long film silencieux de ma propre vie se déroulant dans ma tête. Je me souviens avoir eu 16 ans, si fier de ma première voiture, une berline cabossée mais fiable que j'avais achetée avec l'argent de mon travail après l'école. Une semaine plus tard, Marcus, qui venait de se faire suspendre son permis pour excès de vitesse, l'a prise sans demander et l'a projetée contre un poteau téléphonique. Quand je l'ai appris, ma mère m'a mis de côté, sa voix douce et suppliante. « Il a fait une erreur, James. Il se sent terriblement mal. Sois un bon frère. L'argent que ton grand-père t'épargne peut couvrir ça, non ? » J'ai fini par payer les dommages. Marcus ne m'a même pas remercié. Je me souviens de mon 21e anniversaire. Je voulais aller dîner dans un bon restaurant avec ma famille. Au lieu de cela, j'ai passé la nuit à virer 5 000 $ à Marcus. Il était à Las Vegas avec ses amis et avait, selon ses propres termes, connu un petit pépin. Mon père m'a tapé sur l'épaule lorsque j'ai raccroché. C'est mon garçon. Toujours responsable. La famille est de la famille. Mon grand-père, le père de ma mère, avait tout vu. C'était un homme calme et observateur qui avait bâti une entreprise de construction prospère à partir de rien.
Il a vu comment j'épargnais mon argent tandis que Marcus dilapidait sa petite allocation. Il a vu comment j'étudiais pour mes examens tandis que Marcus faisait la fête. Il a vu comment j'étais toujours celui qui devait nettoyer les dégâts. Quelques mois avant sa mort, il m'a fait asseoir dans son atelier, l'air épais d'odeur de sueur et de vernis. Il m'a remis un grand livre relié en cuir. L'argent est un outil, James, avait-il dit, sa voix rauque mais ferme. Il peut construire une vie, ou être une béquille pour ceux qui refusent d'apprendre à marcher. Je te fais confiance pour être un bâtisseur. À sa mort, il m'a légué la majeure partie de sa succession et une somme considérable, comprenant des investissements et des biens immobiliers. Marcus a reçu une somme symbolique, et mes parents ont reçu la maison familiale et une pension. Le testament était clair, l'argent était à moi, à gérer par moi-même dès mes 21 ans. Mon grand-père avait fait confiance en moi, pas en eux, et il ne me l'avait jamais pardonné. Le silence dans la voiture a finalement été brisé par ma mère. « James, chéri, tu vas mieux ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé par la fenêtre. « Arrête de faire ton bébé », a grommelé Marcus de l'avant. « C'était une blague, Marcus », a dit mon père, sa voix ne contenant aucune véritable réprimande. « Mais il a raison, James. Tu as toujours été trop sensible. » Je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche et je suis allé dans ma chambre. Le froid n'était plus seulement dans mes os, il était dans mon cœur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je connaissais et qui comprendrait, Michael. Nous étions meilleurs amis depuis la maternelle, et il avait été un témoin de première ligne de la dynamique familiale pendant des années. « Ils ont fait quoi ?» a-t-il dit, sa voix un grondement sourd après que je lui ai raconté l'histoire. Je pouvais l'imaginer faire les 100 pas dans son petit appartement, se passant une main dans les cheveux avec frustration. « Ils ont juste ri, Mike, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. »« J'arrive » a-t-il dit. Il était là en 15 minutes, un sac de hamburgers gras à la main. Nous nous sommes assis dans ma chambre, et pour la première fois de la journée, j'ai senti une lueur de chaleur. « Ce n'est pas seulement à cause du lac, James » a-t-il dit, me tendant un hamburger. « Tu le sais, non ? Je n'avais pas faim, mais j'ai pris quand même. Combien de fois l'as-tu dépanné ? Combien de prêts leur as-tu accordé en sachant que tu ne les reverrais jamais ? » Je me suis contenté de hausser les épaules, jouant avec l'emballage. Ils ne prennent pas seulement ton argent, mec, ils prennent ta vie. Ils te manquent de respect parce qu'ils savent que tu vas juste l'accepter. Tu es leur filet de sécurité, leur carte, sortir de prison sans payer. Il s'est penché en avant, les yeux intenses. As-tu déjà ressenti leur amour sans condition ? Sans qu'ils aient besoin de quelque chose de ta part. Sa question m'a frappé plus fort que l'eau froide. J'ai essayé de penser à un seul cas, un seul souvenir où leur affection n'était pas liée à ma soumission ou à mon portefeuille. Rien n'est venu. Le silence s'est étiré, et il a été rempli d'une terrible prise de conscience. Des larmes que je ne savais même pas être là ont commencé à monter dans mes yeux. Je me suis détourné, ne voulant pas qu'il les voie. Il a fait semblant de ne pas remarquer. Après le départ de Michael, je me suis retrouvé à sortir un vieil album photo. Nous y étions, une famille de 4 personnes, souriant à Disney World. J'avais environ 10 ans. Je me souviens de ce voyage, je me souviens que mon père avait perdu son portefeuille, et j'avais offert les $200 que j'avais économisés pour une nouvelle console de jeux vidéo pour aider à payer l'hôtel. Ma mère m'avait embrassé et m'avait appelé son petit héros. À l'époque, j'avais ressenti une vague de fierté. Maintenant, en regardant la photo, je ne voyais que le début du schéma. J'ai feuilleté les pages. Chaque photo souriante était un mensonge, photo de remise de diplôme, matin de Noël, anniversaire. Chaque étape était entachée d'une transaction, d'un sacrifice que j'avais fait et qui était attendu, non apprécié. J'ai fermé l'album, un profond sentiment de chagrin me submergeant. Je ne pleurais pas seulement la famille que j'avais, je pleurais la famille que je croyais avoir, celle en laquelle j'avais désespérément voulu croire. Les visages heureux sur les photos étaient des étrangers, et j'étais un étranger dans ma propre maison. Je suis resté assis là dans le noir, les larmes finissant par couler, pleurant pour le garçon sur les photos qui voulait juste que sa famille l'aime pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Les jours suivants ont été un flou de politesse forcée. Ma famille a agi comme si de rien n'était, ce qui était en quelque sorte pire que s'ils étaient en colère. C'était une invalidation complète de mon expérience. Ma mère fredonnait en préparant le petit déjeuner, me demandant si je voulais des œufs.
Marcus demandait à emprunter mon chargeur de voiture. Mon père me demandait de l'aider à faire le jardinage. C'était normal, et ça me rendait fou. Le point de rupture, le moment qui a transformé mon chagrin en une résolution froide et dure, est arrivé un jeudi soir. Je descendais pour prendre un verre d'eau quand j'ai entendu les voix de mes parents venant du salon. Je me suis arrêté en bas des escaliers, caché par les ombres. Il n'a presque pas dit un mot en 3 jours, a déclaré ma mère, Diana, sa voix empreinte de frustration. Toute cette histoire de silence est tellement enfantine. Il va s'en remettre. Mon père, Robert, a grogné derrière son journal. Il s'en remet toujours. On ne peut pas se permettre qu'il s'en remette maintenant, Robert, a-t-elle rétorqué. Marcus a besoin de la compte pour ce programme de MBA d'ici la fin du mois aux $50 000. Tu as oublié? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Que veux-tu que je fasse? Il est majeur. On ne peut pas juste prendre l'argent. Il y a eu une pause, puis la voix de ma mère est tombée à un murmure complice. J'ai parlé à ma sœur, Carole. L'entreprise de construction de son mari a des problèmes de trésorerie ou une crise temporaire. Et si on disait à James qu'on était en difficulté, que l'entreprise était au bord de l'effondrement, et qu'on avait besoin qu'il co-signait un prêt pour la sauver? Mon sang a gelé. Il ne le ferait jamais, a dit mon père d'un ton dédaigneux. Il le ferait si on le présentait bien, a-t-elle insisté. On fait en sorte que ce soit une question de famille, de responsabilité. On lui dit que c'est le seul moyen de garder un toit au-dessus de nos têtes. On obtiendra le prêt, on donnera $50 000 à Marcus, et puis, eh bien, on verra le reste plus tard. Il doit être responsable de son frère. C'est la bonne chose à faire. J'avais l'impression que j'allais être malade. Ce n'était plus seulement de la cupidité occasionnelle, c'était un complot calculé. Il ne profitait pas seulement de ma générosité, il prévoyait de me tromper activement, de me piéger dans une dette pour financer la vie de mon frère. Je me suis éloigné des escaliers, le cœur battant dans ma poitrine, et je suis retourné dans ma chambre avant qu'il ne puisse m'entendre. J'ai fermé la porte, le dos appuyé contre elle, et je me suis laissé glisser par terre. C'était une chose d'être considéré comme acquis, c'en était une autre d'être la cible d'un complot ourdi par ses propres parents. Le lendemain, j'ai essayé de parler à ma petite amie, Jessica. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an. Elle était intelligente, ambitieuse, et je pensais qu'elle était de mon côté. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café, et je lui ai tout expliqué, le lac, l'historique des demandes financières, la conversation que j'avais surentendue. Je m'attendais à de l'indignation, je m'attendais à ce qu'elle me dise que je devais partir de là. Au lieu de cela, elle a remué son latte, les sourcils froncés de façon pensive. Waouh, c'est beaucoup, James. Beaucoup. Jessica, ils ont l'intention de me frauder. Eh bien, peut-être pas frauder, a-t-elle dit prudemment, évitant mon regard. Peut-être qu'ils sont juste désespérés, et ce n'est qu'une signature, non? Pour la famille. Tu ne veux pas être celui qui détruit ta famille à cause de l'argent, n'est-ce pas? Pense à ce que les gens diraient. Je l'ai regardé, la tasse à café figée à mi-chemin vers mes lèvres. Ce que les gens diraient? Ce n'était pas une question de bien ou de mal, ce n'était pas une question de mon bien-être, c'était une question d'apparence. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que pour elle, mon héritage n'était pas un fardeau que je portais, c'était une caractéristique dont elle profitait les bons dîners, les week-ends, ma stabilité financière faisait partie de mon attrait. Ma douleur n'était qu'une complication gênante. Je dois y aller, ai-je dit, me levant si brusquement que la table a tremblé. Ce soir-là, j'ai appelé Michael à nouveau. Je lui ai tout raconté, le complot, la réaction de Jessica. Il y a eu un long silence au bout du fil, puis il a dit, « Je connais une avocate, James. Ma tante l'a utilisée pour son divorce. Elle est dure, et elle est intelligente. Elle s'appelle Sarah Blackwood. Je pense que tu devrais l'appeler au pas pour les poursuivre, mais juste pour connaître tes droits, pour savoir à quoi tu es confronté. » Il m'a envoyé son numéro par SMS. Je l'ai regardé pendant 10 minutes entières avant que mon pouce n'appuie enfin sur le bouton d'appel. Le cabinet de Sarah Blackwood était situé dans un immeuble moderne et élégant du centre-ville. Cela ressemblait à un autre monde par rapport à la maison de banlieue de ma famille. Sarah elle-même avait la quarantaine, avec des yeux vifs et intelligents et un comportement calme et pragmatique. Elle a écouté toute mon histoire sans interruption, son stylo griffonnant occasionnellement une note sur un bloc-notes.
Quand j'ai fini, je me suis senti émotionnellement épuisé, comme si je venais de courir un marathon. Elle m'a regardé, son expression un mélange de professionnalisme et de véritable empathie. James, a-t-elle commencé, sa voix ferme et rassurante. Premièrement, soyons parfaitement clairs, les actifs que ton grand-père t'a laissés sont à toi et à toi seul. Tu n'as aucune obligation légale de payer les études de ton frère, sa voiture ou son style de vie. La seule obligation que tu as est celle, émotionnelle, qu'ils ont fabriquée et exploitée pendant des années. L'entendre d'ici clairement, si légalement, c'était comme si un poids physique se soulevait de mes épaules. Le plan que tu as surentendu, a-t-elle poursuivi, son ton durcissant légèrement, n'est pas seulement moralement répréhensible, il frise la conspiration pour commettre une fraude. Si tu devais signer ce prêt sous de faux prétextes qu'ils ont créés, tu serais légalement responsable, et ils le savent. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Nous avons discuté des options, nous avons parlé de fiducie et de fondation, nous avons parlé de limites. Pour la première fois, je ne parlais pas seulement de mes sentiments, je parlais de stratégie. J'ai quitté son bureau en me sentant différent. Le chagrin était toujours là, une douleur sourde dans ma poitrine, mais pour la première fois, il était mélangé à autre chose, une lueur de pouvoir, un sentiment de contrôle. Il m'avait poussé dans le lac, s'attendant à ce que je patauge, que je m'agite et que j'abandonne finalement. Il n'avait aucune idée que j'allais apprendre à construire un barrage. Les 2 semaines qui ont suivi ma rencontre avec Sarah Blackwood ont été les plus calmes et les plus intenses de ma vie. Extérieurement, j'étais placide, obéissant. Je suis redevenu le James auquel ils étaient habitués. Je répondais aux questions de ma mère sur ma journée, je laissais Marcus me battre aux jeux vidéo, j'ai même aidé mon père à nettoyer le garage. Je jouais un rôle, et je n'avais jamais été un acteur plus convaincant. À l'intérieur, cependant, une tempête faisait rage. Chaque sourire poli était un masque, chaque signe d'accord, un coup de chaise soigneusement placé. Je n'étais plus une victime réagissant à leurs caprices, j'étais un architecte qui concevait ma propre sortie. Ma première démarche a été de sonder le terrain, de confirmer ce que je savais déjà dans mon cœur. Un soir au dîner, j'ai poussé un long soupir. J'ai eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui, ai-je dit, poussant mes pommes de terre pilées autour de mon assiette. L'action technologique dans laquelle j'ai investi une partie de mes économies a fait un plongeon. J'ai perdu beaucoup d'argent. La réaction a été instantanée et révélatrice. La fourchette de ma mère est tombée sur son assiette. Quoi? Combien? Beaucoup, ai-je dit vaguement, observant leur visage. Il va falloir du temps pour s'en remettre. Je devrais être très prudent avec mes finances dans un avenir prévisible. Je l'ai vu, pas une once d'inquiétude pour moi ou pour ma perte financière supposée, juste une panique pure et non filtrée. Le visage de mon frère Marcus s'est assombri. Tu plaisantes, non? Qu'en est-il de mon MBA? Le premier versement des frais de scolarité est dû. Je suis désolé, Marcus, ai-je dit, croisant son regard. Je ne pense pas pouvoir t'aider pour ça en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas aider, s'est exclamée ma mère, Diana, sa voix montant. Tu ne peux pas simplement être irresponsable avec cet argent, James. Ton grand-père te l'a laissé pour construire un avenir, pour la sécurité de cette famille, pas pour le gaspiller à jouer en bourse. L'hypocrisie était si forte que j'aurais pu m'étouffer. C'était la confirmation finale, ma valeur pour eux n'était pas en tant que fils ou frère, mais en tant que compte bancaire, une ressource, et maintenant que la ressource était soi-disant menacée, le mince vernis de l'affection familiale était enlevé, révélant la cupidité laide et désespérée en dessous. Le lendemain, j'ai commencé à construire mon arche. J'ai eu plusieurs autres réunions discrètes et calmes avec Sarah. Nous avons élaboré le plan. Les 50 000 $ que mes parents attendaient pour Marcus étaient assis sur un compte d'épargne à haut rendement sous mon nom. Cela avait toujours été mon argent, destiné dans mon propre esprit à son éducation par un sentiment de devoir mal avisé. Maintenant, il serait réaffecté. Sarah m'a aidé à rédiger les documents pour créer une fondation privée de bourse d'études. C'était une simple manœuvre légale. Je donnerais les 50 000 $ à cette nouvelle fondation, qui attribuerait ensuite des bourses d'études à des étudiants méritants de ma communauté locale. Nous lui avons même donné un nom, une dernière touche poétique d'ironie, nous l'avons appelée la Wilson Scholarship Foundation. Wilson était notre nom de famille. Pendant que Sarah s'occupait du cadre juridique, je m'occupais de la logistique de mon évasion. J'avais un diplôme en design graphique, et j'ai discrètement envoyé mon portfolio à plusieurs agences dans une ville située à 3 États de là, un endroit où je ne connaissais personne, un endroit où je pouvais être anonyme.
En une semaine, j'avais un entretien prometteur prévu sur Zoom. Quelques jours plus tard, ils m'ont offert un poste de concepteur junior. J'ai accepté sur le champ. J'ai trouvé un petit appartement en ligne et j'ai payé le premier mois de loyer et le dépôt de garantie à partir d'un nouveau compte bancaire que j'avais ouvert, un compte que ma famille ne connaissait pas. J'ai commencé à faire mes valises tard dans la nuit, une boîte à la fois, les cachant au fond de mon placard, mes biens les plus précieux, les vieux outils de mon grand-père, ma collection de livres de design vintage, les photos de Michael et moi, ma vraie vie. Un après-midi, j'ai entendu ma mère au téléphone, sa voix tendue par le stress. Elle était dans la cuisine, le dos tourné vers moi. « Je ne sais pas quoi te dire, Carole, disait-elle. Tu auras ton argent, j'ai besoin de plus de temps. L'affaire de Robert a échoué. On comptait sur « donne-moi juste jusqu'à la fin de l'année ». Alors voilà, le germe de la vérité, ma tante, celle qui était toujours si gentille avec moi, était une créancière. Sa gentillesse n'était que la pression d'une vis de pression se resserrant lentement. Il ne s'agissait pas seulement de faire avancer Marcus, il s'agissait de se sortir d'un trou qu'ils avaient creusé avec ma propre tante. La complexité de leur tromperie était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Toutes les pièces étaient en place, la fondation était légalement établie, le travail était sécurisé, l'appartement attendait. Il ne restait plus qu'à partir. Ma famille, inconsciente du raz-de-marée sur le point de les frapper, a décidé de mettre en scène son dernier acte. Ma mère a annoncé que nous allions avoir un dîner de réunion de famille spécial. Son ton était artificiellement gai, comme il l'était toujours lorsqu'elle était sur le point de demander quelque chose de gros. Elle a préparé mon plat préféré, poulet rôti aux pommes de terre au romarin. Toute la maison sentait le foyer que j'allais quitter pour toujours. Nous nous sommes assis à la table à manger, la bonne porcelaine brillant sous les lumières. Cela ressemblait à une scène de film, un drame familial tendu se déroulant en temps réel. Mon père s'est éclairci la gorge. Ma mère a croisé les mains sur la table, et Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise avec un air de droit. « James » a commencé ma mère, sa voix suintant une sincérité travaillée. « Nous devons parler en famille. » Je l'ai juste regardé, mon expression neutre. J'avais répété ce moment dans ma tête 100 fois. « Ton père et moi, nous avons connu une période difficile, » a-t-elle dit, une seule larme parfaite roulant sur sa joue. L'entreprise, ça ne va pas bien. Nous sommes confrontés à une crise, et nous risquons de tout perdre. Mon père hocha la tête sombrement, jouant son rôle. Nous avons besoin de ton aide, fils. Nous ne te le demanderions pas si ce n'était pas une question de vie ou de mort. Il fit glisser une liasse de papier sur la table, une demande de prêt. Comme je l'avais entendu, il voulait que je sois garant d'un prêt massif, en utilisant mon portefeuille d'investissement comme garantie. C'est juste une signature, murmura ma mère, les yeux suppliants. Sauve ta famille, Marcus, ajouta-t-il, le clou final dans le cercueil. Il est temps d'être un adulte, petit frère. Il est temps d'assumer de vraies responsabilités. Je regardais les papiers. Je regardais leurs visages expectants, l'espoir désespéré dans les yeux de ma mère, la demande sévère de mon père, le sourire arrogant de mon frère. J'ai vu toute la pièce pathétique et tragique pour ce qu'elle était, et je n'ai rien ressenti. La colère s'était éteinte, laissant derrière elle un calme froid et clair. J'ai pris le stylo qu'ils avaient si gentiment placé à côté des documents. Je l'ai tenu un instant. Je pouvais voir la victoire dans leurs yeux, ils pensaient avoir gagné. Puis j'ai doucement reposé le stylo sur la table, intact. Je me suis levé. Non, ai-je dit. Ma voix était douce, mais elle a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. Quoi? Ma mère haleta. Non, ai-je répété, un peu plus fort cette fois. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Je ne signerai rien. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger, les laissant figés dans un tableau d'incrédulité. Je suis monté à l'étage, j'ai pris les 2 sacs de sport que j'avais faits avec mes affaires essentielles, je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière. Le vrai point culminant ne s'est pas produit avec un cri, mais avec une lettre 3 jours plus tard. Mon frère Marcus, confiant que mon petit caprice était terminé, s'est rendu à la succursale principale de notre banque locale. Il est allé voir le conseiller clientèle privé qu'on lui avait dit de voir pour mettre en place le virement bancaire pour ses frais de scolarité. Il est probablement entré avec une arrogance, s'attendant à un traitement de star. Il a donné son nom au conseiller et a expliqué qu'il était là pour accéder aux fonds que son frère lui fournissait pour son MBA. La conseillère,
une femme polie d'une cinquantaine d'années, a tapé son nom dans le système. Elle a froncé les sourcils. Elle l'a tapé à nouveau. « Je suis désolé, monsieur Wilson », a-t-elle dit. « Je ne vois aucune note ici concernant un virement. »« Ça vient du compte de mon frère, James Wilson », a probablement dit Marcus, sa voix teintée d'agacement. Plus de frappes. Une pause plus longue. « Monsieur Wilson », a dit la conseillère, sa voix soigneusement neutre, « le compte auquel vous faites référence a été clôturé il y a 2 jours. Les fonds ont été transférés. »« Transférés où ? » ?»« C'est mon argent », aurait-il crié, faisant tourner les têtes dans le hall de la banque silencieux. La conseillère aurait calmement expliqué que les fonds étaient légalement à mon nom et que j'avais le droit de les déplacer. Mais ce n'était pas le meilleur. Le lendemain, une épaisse enveloppe couleur crème est arrivée à notre maison, adressée à monsieur Marcus Wilson. Elle avait l'air officielle, importante. Il l'a probablement déchirée, pensant que c'était une sorte d'erreur de la banque qu'il devait rectifier. À l'intérieur, sur un papier à en-tête embossé, il y avait une lettre. Elle commençait par « Cher monsieur Wilson, au nom de notre conseil d'administration, nous sommes ravis de vous informer que vous avez été nommé l'inspiration honoraire de la nouvelle fondation de Bourse Wilson. Un don anonyme généreux de 50 000 $ a été fait au nom de votre famille pour fournir une aide financière aux étudiants brillants et méritants de notre communauté qui ont surmonté des obstacles personnels et financiers importants. Votre histoire d'ambition a inspiré notre bienfaiteur à redonner à ceux qui font preuve d'un véritable potentiel et d'une véritable autonomie. Je n'étais pas là pour le voir, mais je peux l'imaginer parfaitement, la couleur qui s'échappait du visage de Marcus, ma mère saisissant la lettre, sa main tremblant lorsqu'elle la lisait à haute voix, mon père s'affaissant sur une chaise, le visage cendré. L'argent n'était pas seulement parti, il avait été utilisé pour les couvrir publiquement de honte. Il avait été transformé en un monument à leur propre cupidité, un rappel caritatif permanent de ce qu'ils avaient perdu. Ils n'avaient pas seulement perdu l'argent, ils avaient perdu le contrôle. Le pouvoir avait changé complètement et irrévocablement, et j'étais déjà à 3 états, en recommençant. Les retombées ont été immédiates et exactement comme je l'avais prédit. Mon téléphone a commencé à exploser. Le premier appel était de ma mère. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message qu'elle a laissé était une leçon magistrale de manipulation émotionnelle. Sa voix étranglée par de fausses larmes, « James, chéri, qu'as-tu fait ? Il y a eu une terrible erreur. Tu dois nous appeler. Nous sommes tellement inquiets. Ce n'est pas toi. » L'appel suivant provenait de Marcus. Je n'avais pas besoin d'écouter la messagerie vocale pour savoir ce qu'elle disait. Ces textos, un flot de mots furieux et mal orthographiés, racontaient toute l'histoire. « Où est mon argent ? Tu penses que c'est drôle ? Tu as ruiné ma vie. Tu es mort pour moi. » Puis un texto de mon père, bref et froid, « Appelle ta mère. Tu l'as terriblement bouleversée. » J'ai lu les messages, j'ai écouté les premières secondes du message vocal, puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, j'ai ouvert ma liste de contacts et, un par un, j'ai bloqué leurs numéros mère, père, frère. Le sentiment de soulagement était une chose physique, une respiration profonde et purifiante. Le silence qui a suivi était magnifique. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. C'était ma tante Carole. Sa voix était sirupeusement douce, « James, chéri, c'est ta tante. Ta mère est folle d'inquiétude. Nous le sommes tous. Pourquoi ne reviens-tu pas simplement à la maison pour que nous puissions tout régler ? Quoi qu'il arrive, nous pouvons le réparer. » Elle était leur dernier effort, le flic gentil envoyé pour servir de médiateur. Mais je connaissais la vérité, elle ne s'inquiétait pas pour moi, elle s'inquiétait pour le prêt que mes parents lui devaient. « Je vais bien, tante Carole, » ai-je dit, ma voix calme et stable. « Il n'y a rien à dire. »« Mais ta famille. »« Ils n'ont pas été ma famille depuis longtemps, » ai-je dit, et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro aussi. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Leur prochaine étape, comme Sarah me l'avait prévenu, était une tentative désespérée et pathétique d'utiliser les autorités pour me contrôler. Un soir, il y a eu un coup à la porte de mon nouvel appartement. Mon cœur a bondi pendant une seconde, mais j'ai regardé par le Judas et j'ai vu 2 policiers. J'ai ouvert la porte. « Puis-je vous aider ? » « Êtes-vous James Wilson ?» a demandé l'un d'eux. « Je le suis, monsieur. Nous avons reçu un appel de votre famille. Ils s'inquiètent pour votre bien-être. Ils pensent que vous pourriez être une personne disparue.
J'ai dû m'empêcher de rire. Messieurs les agents, j'ai 22 ans. Je ne suis pas disparu. J'ai déménagé ici pour un nouvel emploi. Je suis parfaitement sain et sauf. Je leur ai montré mon nouveau permis de conduire avec l'adresse locale et mon carte d'identité professionnelle. L'agent hocha la tête, griffonnant dans son bloc-notes. Donc, vous êtes parti volontairement? À 100%, ai-je dit. J'apprécierais que vous informiez ma famille que je vais bien et que je ne souhaite pas avoir de contact avec eux. Toute autre tentative de leur part pour me contacter sera considérée comme du harcèlement. Ils étaient professionnels, et ils ont immédiatement compris. Ils sont partis, et je savais que cette voie était désormais fermée à ma famille. Ils avaient joué leur dernière carte et perdu. Leur pouvoir sur moi était officiellement terminé. Ils ne pouvaient pas me forcer, ne pouvaient pas me manipuler, et ne pouvaient pas utiliser quelqu'un d'autre pour m'atteindre. Ils n'avaient plus que les conséquences de leurs propres actes, et j'étais enfin, vraiment libre. 6 mois se sont écoulés aux 6 mois de guérison silencieuse, bienheureuse et parfois difficile. Ma nouvelle ville était vibrante et anonyme. Mon travail de jeune designer était stimulant et enrichissant. J'étais entouré de gens qui me voyaient comme James, le gars qui était doué avec les polices et qui avait un sens de l'humour sec, pas James, le distributeur automatique de la famille. J'avais fait quelques amis du travail, on prenait des bières après une longue semaine où on allait faire de la randonnée le week-end. C'était des amitiés simples et faciles, sans le poids de l'histoire et de l'obligation. Plus important encore, je prenais soin de moi. J'ai trouvé un excellent kinésithérapeute qui m'a aidé à gérer la douleur chronique à mon épaule. À chaque exercice, je me sentais physiquement plus fort, et c'était un miroir de la force émotionnelle que je construisais. Sur sa recommandation, j'ai aussi commencé à voir un thérapeute. Nous avons parlé de limites, de culpabilité, de redéfinir ce que signifiait la famille. Il était difficile de défaire 2 décennies de bagages émotionnels, mais c'était nécessaire. Un après-midi, un courriel est arrivé dans ma boîte de réception avec un objet qui m'a coupé le souffle, de Lily. Lily était ma cousine, la plus jeune cousine de Marcus et moi. Elle avait 16 ans, une fille calme et observatrice qui était toujours en périphérie lors des réunions de famille. Je me souviens l'avoir vue près du quai ce jour-là, les yeux grands ouverts avec un regard que je ne pouvais pas déchiffrer à l'époque. J'ai ouvert le courriel. Salut James. Je ne sais pas si tu vas même recevoir ça. Maman a dit que personne ne devait te contacter, mais j'avais l'impression de devoir le faire. J'ai beaucoup réfléchi à cette journée au lac. J'ai vu ce que Marcus a fait, et j'ai vu que tu souffrais vraiment. Je voulais dire quelque chose, mais j'avais peur. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir fait. Les choses ont été folles ici depuis ton départ. Oncle Robert et tante Diana sont un désastre. Marcus a perdu sa place dans le programme de MBA et travaille dans un centre d'appel. Il est toujours en colère. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. La raison pour laquelle tout le monde était si désespéré. J'ai entendu ma mère et tante Carole se disputer avec tante Diana au téléphone. L'entreprise de mon père a vraiment des problèmes, et ma mère avait prêté une énorme somme d'argent à tes parents il y a un moment. Elle menaçait de les poursuivre en justice s'ils ne la remboursaient pas. Ils n'essayaient pas d'obtenir ton argent juste pour l'école de Marcus, ils essayaient de se sauver de ma mère. Cela ne justifie pas du tout ce qu'ils ont fait, mais j'ai pensé que tu devrais connaître toute l'histoire. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente que tu sois partie. Lily. J'ai lu le courriel 3 fois. Ce n'était pas un choc, pas vraiment. C'était une confirmation des pièces de puzzle éparses que j'avais déjà rassemblées. Cela n'a pas changé mes sentiments, et cela ne m'a certainement pas fait sentir désolé pour eux. Leur désespoir n'excuse pas leur cruauté, mais cela a fourni une lentille finale et clarifiante sur toute la situation laide. Cela a solidifié ma décision, je n'avais pas seulement échappé à la cupidité, j'avais échappé à un navire qui coulait, un vortex de mauvaises décisions et de mesures désespérées qui m'auraient sans aucun doute entraîné avec eux. J'ai répondu à Lily, un courriel court et simple. Merci de me l'avoir dit. Cela signifie beaucoup. Je vais bien. J'espère que tu vas bien aussi. J'ai appuyé sur envoyer, et avec ça, j'ai clos le dernier chapitre de ma vieille vie. Cela fait plus d'1 an maintenant. Mon appartement ne semble plus neuf, il ressemble à une maison. La fenêtre au-dessus de mon bureau donne sur la ville, un paysage de lumière scintillante et de possibilités infinies. Mon épaule me dérange rarement maintenant, une douleur sourde les jours de pluie et tout ce qui reste. La semaine dernière,
une autre lettre est arrivée. Celle-ci ne provenait pas d'un avocat ou d'un parent en détresse. Elle était sur du papier simple et ordinaire. L'adresse de retour provenait du collège communautaire local. Je l'ai ouverte. Elle provenait d'une jeune femme, une étudiante en soins infirmiers. Elle était la toute première bénéficiaire de la fondation de Bourse Wilson. Elle a écrit qu'elle était mère célibataire, qu'elle travaillait à 2 emplois pour joindre les 2 bouts, et que la bourse signifiait qu'elle pouvait en quitter un et passer plus de temps avec son fils. Cela signifiait qu'elle pouvait se permettre ses manuels scolaires sans avoir à sauter des repas. Cela signifiait qu'elle pouvait voir un avenir pour elle-même qui n'était pas seulement une lutte quotidienne pour la survie. Je ne sais pas qui est le donateur anonyme, a-t-elle écrit à la fin, mais si vous avez jamais l'occasion de le leur dire, veuillez leur faire savoir qu'ils ne m'ont pas seulement donné de l'argent, ils m'ont donné de l'espoir. J'ai plié la lettre, un sourire sincère et spontané sur le visage. La douleur dans ma poitrine qui avait été ma compagne constante pendant si longtemps avait disparu. À sa place, une chaleur calme et constante. J'avais passé toute ma vie à croire que je devais m'immoler pour garder ma famille au chaud, pour réaliser qu'ils se tenaient à côté des flammes, se plaignant du froid. Mon acte de rébellion, né de tant de douleur et de colère, était devenu un acte de création. L'argent qu'ils considéraient comme leur droit avait été transformé en une seconde chance pour quelqu'un d'autre. En regardant les lumières de la ville, j'ai finalement compris, parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner, parfois, la famille la plus aimante n'est pas celle dans laquelle vous êtes né, mais celle que vous trouvez, ou celle que vous avez le courage de construire vous-même, brique par brique, dans la paix tranquille de votre propre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? J'aurai l'honneur de lire vos expériences. Veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui suit.